La lumière tombait trop vite sur la plaine, comme si le ciel refermait la journée d'un seul coup. Jonas Mercer avançait au pas, sa jument soulevant une poussière fine qui collait à la sueur et au cuir. Il rentrait tard parce que les clôtures avaient cédé près du ravin et que deux veaux s'étaient aventurés là où les coyotes rôdaient. Ici, le désert n'était pas un décor, c'était une mâchoire ouverte. Dans les rares salons des environs, on l'appelait simplement Mercer. Un homme qu'on saluait de la tête, sans demander d'où il venait ni ce qu'il fuyait. Il avait appris à vivre avec le silence comme règle et la distance comme protection. Sa cabane se tenait loin des routes, adossée à des rochers rouges, là où personne ne venait sans raison. Ce soir-là, pourtant, quelque chose dévia son attention. À quelques mètres du sentier, un corbeau tournait en cercle, bas, insistant, comme s'il gardait un secret au sol. Mercer ralentit, plissa les yeux. La jument souffla, oreille pointée vers une tache sombre près d'un buisson d'armoise. Un animal mort? Un homme tombé? Dans ces terres, les deux se confondaient souvent. Il mit pied à terre, la main proche du revolver par habitude. Chaque pas dans la poussière semblait trop bruyant. Il vit d'abord le tissu, une étoffe brune, déchirée, collée par le sang séché. Ensuite, la forme, un corps mince, recroquevillé, à moitié caché par les herbes sèches. Mercer s'accroupit, repoussa doucement les tiges. Ce n'était pas un homme, c'était une femme. Jeune, ou peu, être seulement amaigrie. Sa peau cuivrée portait les traces de poussière et de fatigue. Une mèche de cheveux noirs collait sur son front. Ses lèvres étaient fendillées, et sa respiration si faible que Mercer dut se pencher pour l'entendre. Sous l'épaule, la chemise était ouverte par une entaille, et une plaie profonde, mal refermée, continuait de suinter. Pas une blessure de chute, pas un accident, un coup de lame, ou une balle qui avait frôlé, une blessure faite pour faire taire. Mercer hésita. Les vieilles règles se bousculèrent. Ne pas ramasser ce que le désert a choisi, ne pas se mêler des querelles, ne pas attirer la haine sur sa porte. Et cette femme, il le comprit au pendentif de perles, serré contre sa gorge. Elle était apache, une apache blessée, abandonnée. Sur ces terres, cela faisait naître des questions qui tuaient. Un bruit sec claqua derrière lui, comme un caillou qui roule. Son instinct le redressa. Mercer balaya l'horizon. Rien, seulement la ligne des mésas et le soleil qui fuyait. Mais ce bruit suffisait à rappeler qu'on n'est jamais seul ici. Si elle était là, quelqu'un l'avait menée là, ou la cherchait encore. La femme remua. Un gémissement fragile, puis ses doigts se refermèrent sur la manche de Mercer, comme si, même dans l'inconscience, elle savait qu'un choix se jouait. Il sentit la chaleur de cette main, et quelque chose se fissura dans la forteresse qu'il portait au fond du cœur. Il pensa à sa mère, morte sans secours dans une maison trop loin de tout. Il se souvint de sa rage adolescente contre le monde qui laisse les gens tomber. « Bonne sang !» souffla-t-il. Il la souleva avec précaution. Elle était plus légère qu'il ne l'aurait cru. Sa tête bascula contre son épaule, et il sentit la fièvre brûlante à travers le tissu. Il la porta jusqu'à la jument, improvisa une prise avec une couverture roulée, l'attacha comme il put pour qu'elle ne glisse pas. Mercer remonta en selle, tenant les rênes d'une main et soutenant la blessée de l'autre. Chaque mouvement arracha un souffle douloureux à l'étrangère. Il évita la piste principale et prit un détour par les rochers. La nuit s'installait, froide, et les sons devenaient plus nets. Un cri lointain, un froissement dans les buissons, le souffle régulier du cheval. Mercer scrutait les traces dans la poussière. Il ne voyait rien, mais il sentait le danger comme on sent l'orage. Quand la cabane apparut enfin, rectangle sombre contre la pierre, Mercer sentit un poids sur sa poitrine. Il descendit, ouvrit la porte d'un coup d'épaule. L'intérieur sentait le bois, le café froid et la fumée ancienne. Il posa la femme sur la table, repoussa les outils d'un geste. La lampe à huile crachota quand il l'alluma, projetant une lumière tremblante sur le visage de l'étrangère. Malgré la poussière et le sang, il y avait dans ses traits une dureté calme. Il coupa le tissu autour de la plaie. Le sang avait noirci en croûte, mais dessous, la chair était rouge, enflée. L'infection guettait. Mercer nettoya avec de l'eau bouillie, un peu d'alcool, des compresses improvisées. La femme tressaillit, et un mot roula entre ses lèvres, dans une langue qu'il ne comprenait pas. Puis elle ouvrit les yeux, des yeux sombres, brûlants, lucides malgré la douleur. Ils se posèrent sur lui sans peur apparente, mais avec une méfiance ancienne. Elle tenta de se redresser, grimace, retomba. Mercer leva les mains, lentement, pour montrer qu'il ne voulait rien. Sa voix sortit rauque. « Calme-toi. Tu es en sécurité ici. »
Elle le fixa, puis son regard glissa vers la porte, vers la fenêtre, comme si elle cherchait déjà une issue. Ses lèvres formèrent un souffle. Non. Mercé approcha de la fenêtre sans l'ouvrir. Au dehors, la nuit avalait la vallée, mais la poussière en suspension brillait encore sous les étoiles. Il posa l'oreille contre le bois, entendit un cliquetis de métal, puis un murmure d'homme. Il serra son fusil, lentement, tout près, chez lui. Mercé n'eut pas le temps de répondre. Dehors, le vent avait changé, apportant une odeur de poussière fraîche et un parfum de fumée et de cheval. Il se figea. Il éteignit la lampe d'un geste sec, plongeant la pièce dans une pénombre prudente. La femme, malgré sa faiblesse, tourna la tête comme un animal traqué. Puis, très loin, mais distinct, le martèlement d'un galop coupa la nuit. La nuit s'installa comme une chape lourde autour de la cabane, étouffant les sons et aiguisant les peurs. Jonas Mercer resta immobile de longues secondes après avoir éteint la lampe, le fusil calé contre son épaule, l'oreille tendue vers l'extérieur. Le galop entendu quelques instants plus tôt résonnait encore dans sa tête, même s'il s'était éloigné. Ici, le désert avait cette façon cruelle de faire douter les hommes de leur propre sens. La femme apache respirait difficilement sur la table. Dans l'obscurité, Mercer distinguait à peine la lueur de ses yeux ouverts, brillants comme ceux d'un animal blessé qui refuse de se laisser achever. Elle ne criait pas, ne suppliait pas. Elle observait, évaluait. Cette lucidité le troubla plus que la blessure elle-même. Il s'approcha lentement et reprit son travail. Chaque geste devait être précis, silencieux. Il nettoya de nouveau la plaie, changea les bandages, serra les dents en voyant le sang perler encore. La fièvre la faisait trembler. Mercé posa sa main sur son front, puis la retira aussitôt, comme s'il avait peur d'y laisser une promesse qu'il ne pourrait tenir. « Tu dois rester tranquille », murmura-t-il. « Si l'infection gagne, tu n'iras pas loin. » Elle détourna légèrement la tête, puis ses lèvres bougèrent. Cette fois, un mot plus clair franchit la barrière de la langue. « Cherche ». Mercé sentit un frisson courir le long de son dos. Il s'assit sur le bord de la table, suffisamment près pour être entendu, assez loin pour ne pas l'effrayer davantage. « Qui te cerque » demanda-t-il. Elle ne répondit pas tout de suite. Ses paupières se fermèrent, se rouvrirent, comme si parler coûtait plus cher que supporter la douleur. Finalement, elle secoua la tête. Un refus simple, ferme. Elle n'était pas prête. Ou elle savait que dire la vérité mettait déjà cet homme en danger. Mercé se leva et alla vers la porte. Il vérifia le verrou, glissa une barre de bois derrière, puis il se dirigea vers la fenêtre, souleva à peine le rideau. Dehors, la lune éclairait les rochers d'une lumière blafarde. Il scruta les alentours, cherchant des ombres qui ne bougeaient pas comme elles le devraient. Rien. Mais le silence, lui, était trop tendu. Il se força à respirer lentement. La peur, il la connaissait. Elle avait été sa compagne pendant la guerre, puis durant les années de solitude qui avaient suivi. Ce qui l'inquiétait maintenant, c'était autre chose. La certitude qu'en ouvrant sa porte à cette femme, il avait ouvert une plaie ancienne dans sa propre vie. Il revint près d'elle avec une tasse d'eau. Il l'aida à boire par petites gorgées. Elle grimaça, mais avala. Quand il reposa la tasse, leurs regards se croisèrent à nouveau. Cette fois, il y lut une question muette. « Pourquoi ? Je ne te livrerai pas, » dit-il sans réfléchir, comme si les mots avaient décidé pour lui. Pas cette nuit. Un souffle s'échappa de sa poitrine, presque un rire sans joie. Elle murmura quelque chose dans sa langue, puis referma les yeux, épuisée. Mercé resta là, à l'observer, jusqu'à ce que sa respiration se fasse plus régulière. Les heures passèrent lentement. Le feu dans le poêle s'éteignit, laissant l'air devenir mordant. Mercé ajouta du bois, veillant à ne pas faire trop de bruit. Il s'assit ensuite sur une chaise, le fusil posé contre le mur, prêt à être saisi. Chaque craquement du bois, chaque souffle du vent le faisait sursauter. Peu avant l'aube, un bruit le tira de sa torpeur. Des voix, lointaines mais distinctes. Il se leva d'un bond, s'approcha de la fenêtre. Au loin, des silhouettes se découpaient sur la pâle lumière du matin. Des hommes à cheval, avançant lentement, inspectant le sol. Ils suivaient des traces, les siennes, celles de la jument. Mercé jura entre ses dents. Il referma le rideau et se tourna vers la femme. Elle était éveillée, elle aussi. Son regard avait changé. Il n'y avait plus seulement de la douleur, mais une urgence farouche. « Partir » souffla-t-elle. Il secoua la tête. « Pas dans ton état. » Elle tenta de se redresser, échoua. Un gémissement lui échappa, mais elle serra les dents aussitôt. Mercé posa une main ferme sur son épaule pour l'empêcher de forcer davantage. « Si tu sors maintenant,
Ils te rattraperont avant la colline, dit-il. Ici, tu as au moins une chance. Dehors, les voix se rapprochaient. Mercé distingua maintenant des rires, des ordres secs. Il reconnut ce ton-là, celui des hommes convaincus que la peur travaille pour eux. Il glissa une balle dans la chambre de son fusil, lentement, sans bruit. Puis il alla se poster près de la porte. La femme l'observait, silencieuse. Il sentit son regard sur son dos, lourd, presque accusateur, comme si elle voulait lui dire que son choix allait lui coûter plus qu'il ne l'imaginait. Un coup sec frappa la porte. Mercé ferma les yeux une fraction de seconde, puis les rouvrit, durcis. « Qui est là » lança-t-il. Une voix répondit, mielleuse, faussement polie. « On cherche quelqu'un, une femme blessée. On nous a dit que vous étiez dans le coin. » Mercé serra les mâchoires. Derrière lui, la femme apache inspira profondément, comme pour se préparer au pire. Il comprit alors que cette nuit n'était que le début, que le désert venait de lui rappeler une vérité simple et brutale. Quand on sauve une vie, on accepte parfois d'en risquer une autre. Le silence qui suivit la réponse de Jonas Mercer fut plus lourd que les voix elles-mêmes. Derrière la porte, les hommes attendaient. Ils savaient, pas tout, peu, être, mais assez pour ne pas repartir les mains vides. Jonas resta immobile, la main posée contre le bois rugueux, sentant à travers la planche la présence hostile de ceux qui se tenaient de l'autre côté. « Je vis seul ici », répondit-il enfin, d'un ton égal. « Je n'ai vu personne. » Un rire bref s'éleva dehors. Un rire sans chaleur, né pour intimider. « On dit ça à chaque fois », reprit la voix. « Pourtant, les traces mènent droit chez vous. » Jonas baissa les yeux vers le sol. La poussière collée à ses bottes racontait déjà trop de choses. Il savait qu'ils avaient vu les empreintes, qu'il savait qu'une femme blessée ne pouvait pas aller loin seule. Il inspira lentement, comme avant un tir difficile. « Les traces du désert mentent souvent, dit-il. Le vent fait ce qu'il veut. » Un autre homme intervint, plus sec, plus impatient. « Ouvre la porte. On regardera. Après, on s'en ira. » Derrière Jonas, la femme apache s'était redressée tant bien que mal. Elle appuyait son poids contre la table, le visage pâle mais le regard brûlant. Elle secoua imperceptiblement la tête. « Ne les laisse pas entrer. » Jonas sentit ce mouvement plus qu'il ne le vit. Sa décision se durcit. « Personne n'entre, » répondit-il. « Vous pouvez repartir. » Le silence tomba de nouveau, cette fois chargé de menaces. Jonas entendit des pas reculer, puis le froissement du cuir, le cliquetis d'une arme. Il se plaça légèrement de biais, prêt à tirer si la porte cédait. Son cœur battait lentement, comme un vieux tambour de guerre. Puis la voix revint, plus froide. « Très bien, on repassera. » Les pas s'éloignèrent. Les chevaux s'ébrouèrent. Jonas resta figé encore longtemps après que le dernier bruit eut disparu, comme si le danger pouvait revenir s'il bougeait trop vite. Quand enfin il se tourna vers la pièce, il sentit la tension retomber d'un cran, sans disparaître. La femme le regardait toujours. Cette fois, il y avait autre chose dans ses yeux, pas seulement la peur, ni même la douleur, une reconnaissance prudente, mêlée d'un avertissement silencieux. Jonas s'approcha d'elle. « Ils reviendront, » dit-il simplement. Elle acquiesça lentement. Puis, d'une voix rauque, comme si chaque mot arrachait un morceau de force, elle parla. « Ils ont tué les miens. » Jonas sentit ces mots s'enfoncer en lui plus profondément qu'une balle. Il tira une chaise et s'assit face à elle, sans la presser. « Oui ?» Elle hésita, cherchant ses mots dans une langue qui n'était pas la sienne. « Pas tribu, homme blanc, et d'autres, » dit-elle. « Ils voulaient ce que je porte. Les... » Elle passa une main tremblante sur sa poitrine, là où pendait le collier de perles. Jonas observa l'objet avec plus d'attention. Les perles n'étaient pas seulement décoratives. Certaines portaient de fines gravures, presque invisibles à la lumière faible. Des marques anciennes, symboliques. Ce collier, elle hocha la tête. Ce n'est pas bijou. C'est mémoire. Preuve. Jonas comprit alors que la blessure qu'elle portait n'était que la surface d'une histoire bien plus sombre. Elle n'était pas simplement une fuyarde. Elle était un témoin. Et dans ces terres, les témoins vivaient rarement longtemps. La fatigue l'emporta. Sa tête retomba légèrement contre le mur. Jonas se leva, ajouta du bois au poêle, puis lui apporta un peu de nourriture qu'elle repoussa d'abord, avant d'accepter quelques bouchées. Il la recoucha avec précaution, resserra les bandages. La fièvre semblait avoir légèrement baissé, mais la plaie restait dangereuse. Le reste de la journée passa dans une attente nerveuse. Jonas sortit brièvement pour effacer autant que possible les traces autour de la cabane, traînant une branche derrière lui, dispersant la poussière. Chaque minute passée dehors augmentait le risque, mais rester sans rien faire était pire encore. Quand il revint,
La femme était éveillée. Elle suivit chacun de ses gestes. « Tu peux partir, » dit-elle soudain. « Me laisser. » Il s'arrêta, surpris. « Et te livrer à eux ?» Elle détourna le regard. « Ils te tueront aussi. » Jonas s'accouda contre la table. Il pensa à sa vie d'avant, à la guerre, au choix qui avait déjà laissé du sang sur ses mains. Il pensa à cette cabane, à cette solitude qu'il avait choisie pour ne plus jamais avoir à décider du sort des autres. Et pourtant il était là. « J'ai déjà survécu à pire que des hommes en colère, » répondit-il. « Et je n'ai pas l'habitude d'abandonner quelqu'un que j'ai recueilli. » Elle le fixa longuement, comme si elle cherchait un mensonge dans ses traits. Puis, très lentement, elle inclina la tête, un geste simple mais chargé de sens. La nuit tomba à nouveau. Cette fois, elle ne fut pas silencieuse. Au loin, des coups de feu résonnèrent, secs, espacés, des signaux. Jonas souffla la lampe et se mit en position près de la fenêtre. La femme serra les dents, consciente que l'étau se resserrait. Jonas comprit alors que les hommes ne cherchaient plus seulement une femme blessée. Ils cherchaient à effacer une vérité. Et tant qu'elle serait sous son toit, cette vérité vivrait encore. L'aube se leva sans douceur, étirant une lumière pâle sur la vallée comme un voile fatigué. Jonas Mercer n'avait pas dormi. Il était resté assis près de la fenêtre, le fusil posé contre ses genoux, observant les ombres se dissoudre lentement. Les coups de feu entendus durant la nuit avaient cessé, mais leur écho restait suspendu dans l'air, comme une promesse de violence différée. La femme apache dormait par intermittence. Sa respiration était plus régulière, mais chaque mouvement de son corps trahissait encore la douleur. Jonas profita du calme trompeur du matin pour changer les bandages. La plaie avait cessé de saigner, mais l'inflammation persistait. Il savait qu'il jouait contre le temps. Dans ces terres, une infection tuait plus sûrement qu'une balle. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle le regarda sans surprise, comme si elle s'était attendue à le trouver là. « Ils sont proches », dit-elle d'une voix basse. Jonas acquiesça. Trop proche pour repartir sans tenter quelque chose. Il sortit brièvement, inspecta les alentours. Le sol portait encore les marques de chevaux, malgré ses efforts de la veille. Les hommes avaient tourné autour de la cabane pendant la nuit, sans attaquer. Ils jaugeaient. Ils attendaient une erreur. Jonas sentit une colère sourde monter en lui. Pas une colère explosive, mais une détermination froide, forgée par des années à survivre. Il rentra et ferma la porte derrière lui. « Tu vas devoir me dire toute la vérité, » dit-il sans dureté. « Pas parce que je te juge, parce que je dois savoir à quoi on fait face. » La femme resta silencieuse un instant. Puis elle inspira profondément, comme si elle se préparait à franchir une frontière invisible. « Mon nom est Naya, » dit-elle. « Je viens d'un village au nord, près des collines rouges. » Jonas hocha la tête. Il connaissait la région, trop isolé pour être protégé, trop riche en terre pour être laissé tranquille. « Ils sont venus comme des commerçants, » poursuivit-elle. Ils ont parlé d'un accord, de protection, puis ils ont sorti les armes. Sa voix trembla, mais elle continua. Elle parla du feu, des cris, des anciens abattus sans distinction, des enfants dispersés dans le désert. Elle parla d'un homme qui dirigeait les autres, un homme sans uniforme, mais avec l'autorité de ceux qui se savent intouchables. Elle avait fui avec le collier, dernier vestige d'un conseil secret, preuve d'une entente trahie, d'un massacre couvert par le silence. Ils veulent que personne ne parle, conclut-elle. Et je suis la dernière. Jonas serra les poings. Il avait vu ce genre d'histoire se répéter trop souvent. Les mêmes justifications, les mêmes morts anonymes. Et ce collier, c'est un témoignage, dit-elle. Des noms, des marques, ceux qui ont promis, ceux qui ont tué. Un bruit sourd interrompit leur échange. Un cheval hennit au loin. Jonas se leva aussitôt. Il se posta près de la fenêtre, observa la poussière qui se soulevait à l'horizon. Ils arrivaient. Cette fois, ils n'étaient pas 3 ou 4. Il en compta au moins 8. Il se tourna vers Naya. Ils ne vont plus parler. Elle se redressa légèrement, malgré la douleur. Alors ils vont essayer de te briser. Jonas esquissa un sourire sans joie. Qu'ils essaient. Il passa les heures suivantes à préparer la cabane. Il renforça la porte, plaça des objets pour créer des angles morts, chargea ses armes. Naya observa, puis demanda à se lever. Malgré ses protestations, il l'aida à se tenir debout. Elle boitait, mais son regard était clair. « Derrière la cabane, » dit-elle en montrant une zone rocheuse. « Il y a un passage étroit. Ils ne le verront pas tout de suite. » Jonas comprit qu'elle connaissait le terrain mieux qu'il ne l'avait cru. Ils élaborèrent un plan simple, presque primitif, tenir, retarder, survivre, pas de bravade inutile, juste la volonté de ne pas céder.
Les hommes arrivèrent peu après midi. Ils encerclèrent la cabane sans se cacher. Jonas les observa par une fente du volet. Ils étaient armés, confiants, sûrs de leur nombre. L'un d'eux s'avança, les mains bien visibles, un sourire mauvais accroché au visage. « Mercer, cria-t-il, tu sais pourquoi on est là. Donne-nous la femme, et on oubliera tout ça. » Jonas resta silencieux. Le vent soufflait entre les rochers, emportant la poussière. « Dernière chance, » ajouta l'homme. Jonas ouvrit la porte juste assez pour être vu. Son fusil était bien visible. « Vous n'avez rien à faire ici, » dit-il calmement. « Repartez. » Le sourire disparut. Les hommes se regardèrent. Puis l'un d'eux cracha au sol. « Alors tu choisis ton camp. » La première balle frappa le mur de la cabane, soulevant des éclats de bois. Jonas referma la porte d'un coup sec. Naya se crispa, mais ne cria pas. Le siège venait de commencer. Les tirs se multiplièrent, espacés, calculés. Jonas répondit avec parcimonie, visant pour dissuader, pas pour tuer inutilement. Chaque minute gagnée comptait. Naya, malgré la douleur, se déplaçait lentement vers l'arrière, prête à utiliser le passage qu'elle avait indiqué. La fumée, la poussière, le bruit assourdissant des coups de feu transformèrent la cabane en piège étouffant. Jonas sentit la fatigue s'installer, mais aussi une étrange clarté. Il savait désormais pourquoi il était resté ici toutes ces années. Pas pour fuir le monde, mais pour être prêt à l'affronter quand il viendrait frapper à sa porte. À l'extérieur, les hommes se rapprochaient. Leur voix était plus dure, plus impatiente. Ils ne s'attendaient pas à une telle résistance. Jonas jeta un dernier regard à Naya. « Quand je te dirai de partir, tu pars, » dit-il. Elle hocha la tête, mais son regard disait autre chose. Elle ne partirait pas sans lui. Le soleil était haut maintenant, et avec lui, la certitude que cette journée marquerait un point de non-retour pour chacun d'eux. La chaleur devint écrasante à mesure que le siège s'éternisait. Le soleil frappait la cabane comme un marteau, faisant craquer le bois et alourdissant l'air déjà chargé de fumée et de poussière. Jonas Mercer sentait la sueur couler le long de son dos, mêlée à l'odeur âcre de la poudre. Chaque respiration brûlait un peu plus ses poumons, mais il gardait son rythme, comptant les coups, mesurant les silences. À l'extérieur, les hommes avaient cessé de tirer sans raison. Ils avaient compris que gaspiller des balles ne ferait que renforcer la résistance de celui qu'ils cherchaient à briser. Désormais, ils parlaient entre eux, se déplaçaient lentement, cherchant l'angle mort, la faiblesse. Jonas les entendait marcher, leurs bottes crissant sur la pierre, leur voix étouffée par la distance. À l'intérieur, Naya était assise contre le mur, le visage pâle, mais les yeux vifs. Elle pressait un chiffon contre sa blessure. Jonas s'agenouilla près d'elle. « Ça va tenir ?» demanda-t-il à voix basse. Elle inspira profondément. Assez longtemps. Il hocha la tête. Il n'avait pas besoin de plus de mots. La confiance s'était installée dans les gestes, dans les regards échangés au milieu du chaos. Jonas se leva et se posta près de la fenêtre arrière, celle qui donnait sur les rochers. Le passage étroit que Naya avait mentionné était là, dissimulé par un amas de pierres et de broussailles. Une échappatoire, mais aussi un piège potentiel. Un coup sec retentit contre la porte. Pas une balle, un point. « Merci !» cria la voix qu'il avait déjà entendue. « On sait qu'elle est là. Tu te bats pour rien. » Jonas resta silencieux. Il ajusta sa prise sur le fusil. « Elle n'est pas ton affaire, » reprit l'homme. « Tu ne gagneras rien à mourir ici. » Un rire bref s'éleva parmi les autres. Jonas sentit la colère monter, mais il la contint. La colère rend imprécis. Il se rappela les paroles de son ancien sergent. Survivre, ce n'est pas être plus fort, c'est être plus patient. Soudain, un bruit différent se fit entendre. Le grincement du bois, plus loin sur le mur. Ils essayaient de forcer une autre entrée. Jonas pivota, tira une balle qui frappa juste assez près pour faire reculer l'homme. Un juron s'éleva, suivi d'un silence furieux. Naya s'éleva difficilement, s'appuyant contre la table. « Ils vont brûler la cabane, dit-elle. » Jonas sentit un froid, lui glacer l'échine malgré la chaleur. « Pas encore, » répondit-il. « Ils veulent ce que tu portes intact. » Comme pour lui donner raison, une odeur de kérosène se mêla soudain à l'air. Jonas serra les dents. Il se préparait quand même, pas pour détruire la preuve, mais pour le forcer à céder. Il se tourna vers Naya. « Quand je te ferai signe, tu passes par l'arrière. Tu ne te retournes pas. » Elle le fixa, longuement. « Et toi ? » « Je les retiens. » Elle secoua la tête. « Tu ne survivras pas seul. » Un mince sourire passa sur les lèvres de Jonas. « J'ai survécu à pire. » Les premières flammes léchèrent le mur extérieur.
La fumée s'infiltra rapidement par les interstices du bois. Jonas toussa, les yeux piquants. Il tira encore, forçant les hommes à garder leur distance. Chaque tir était un avertissement. Approchez, et vous paierez. La chaleur devint insupportable. Le plafond craqua. Jonas sentit le temps se refermer sur eux. Il se tourna vers Naya et fit le signe convenu. Elle hésita une fraction de seconde, puis se dirigea vers l'arrière, boitant mais déterminée. Jonas couvrit son mouvement, tirant à l'opposé pour détourner l'attention. Un cri retentit dehors. L'un des hommes avait compris. Jonas se déplaça rapidement, bloquant l'accès au passage avec son corps. Il tira à bout portant, non pour tuer, mais pour arrêter. L'homme s'effondra en hurlant, touché à l'épaule. La fumée était maintenant partout. Jonas sentit sa gorge se serrer. Il recula vers le passage, guidant Naya. Les rochers offraient un répit relatif, une ombre bienvenue. Derrière eux, la cabane commençait à brûler sérieusement. Le bois ancien craquait comme un animal qu'on achève. Ils avancèrent lentement, chaque pas douloureux pour Naya. Jonas la soutenait, scrutant les alentours. Les hommes se regroupaient déjà, criant des ordres, furieux d'avoir perdu leur proie si près du but. Ils atteignirent un renfoncement naturel, dissimulé par des pierres. Jonas s'arrêta. « On se sépare ici ?» dit-il. Naya le regarda, incrédule. « Non. Si on reste ensemble, ils nous rattraperont. Tu connais mieux ces collines que moi. Tu dois partir avec le collier. » Elle serra le pendentif contre sa poitrine. Ses yeux brillèrent d'une détermination farouche. « Tu m'as sauvé. Je ne te laisse pas mourir. » Jonas sentit un poids se lever en lui. Une chaleur différente, plus humaine. « Alors on se battra ensemble, » dit-il finalement. Des voix se rapprochaient. Des silhouettes apparurent entre les rochers. Jonas épaula son fusil une dernière fois, prenant position. Naya, malgré la douleur, ramassa une pierre, prête à frapper si nécessaire. Le feu derrière eux illuminait le ciel d'une lueur orange. La cabane de Jonas, son refuge, disparaissait dans les flammes. Il regarda une dernière fois dans cette direction. Il n'y avait plus de retour possible. Quand le premier homme surgit à portée, Jonas tira sans hésiter. Cette fois, pour survivre, pour protéger. Le combat changeait de nature. Ce n'était plus une défense désespérée. C'était une fuite armée, une lutte pour un avenir que ni l'un ni l'autre n'avaient prévu, mais qu'ils refusaient désormais d'abandonner. Et dans le fracas des coups de feu et des cris, Jonas comprit que le désert venait de lui enlever sa maison, mais qu'il lui avait offert quelque chose de plus rare encore, une cause pour laquelle se battre jusqu'au bout. La nuit les engloutit comme une mer noire, avalant les flammes de la cabane et les cris des hommes restés derrière. Jonas Mercer avançait en tête, courbé, tirant Naya derrière lui à travers un dédale de rochers et de ravines qu'il connaissait mal. Chaque pas était un pari. Chaque bruit pouvait signer la fin. Le désert, silencieux en apparence, vibrait d'une vie invisible prête à trahir leur présence. Ils marchèrent longtemps sans parler. Le souffle de Naya devenait irrégulier, sifflant parfois dans sa gorge. Jonas ralentit, posa une main ferme sur son bras pour l'obliger à s'arrêter. Ils se glissèrent dans une anfractuosité étroite, protégée par une avancée de pierre. Là, à l'abri du vent, ils purent reprendre haleine. Jonas observa la plaine en contrebas. Au loin, des lanternes vacillaient. Les hommes s'étaient divisés, fouillant les collines méthodiquement. Ils n'étaient plus en colère, ils étaient concentrés. C'était plus dangereux encore. Ils ne lâcheront pas, murmura Jonas. Naya hocha la tête. Ils ont trop à perdre. Elle tenta de se redresser davantage, mais une grimace de douleur la trahit. Jonas s'agenouilla aussitôt, examina la blessure à la lueur faible des étoiles. Le bandage était imbibé de sang. La marche l'avait rouverte. « Il faut s'arrêter, dit-il. Si tu continues comme ça, tu tomberas. » Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, brillant de détermination. « Alors aide-moi à tenir. » Jonas sortit le peu de matériel qu'il avait réussi à emporter. Il nettoya sommairement la plaie, resserra le bandage. Ses gestes étaient rapides, précis, mais son visage restait tendu. Il savait qu'il jouait contre l'inévitable. Sans soin approprié, la blessure s'infecterait. Quand il eut terminé, il resta accroupi devant elle. « Tu dois me dire où nous allons, » dit-il. « Je ne peux pas improviser indéfiniment. » Naya inspira profondément. Il y a un ancien chemin, au-delà des collines noires, un endroit où il n'ose pas trop s'aventurer. Jonas leva les yeux vers la silhouette sombre des collines. Il connaissait leur réputation, des terrains traîtres, des passages étroits, des histoires de disparition. Et après, elle hésita. Il y a des gens qui écouteront. Jonas comprit que ce qu'elle appelait gens n'était pas une promesse de sécurité immédiate.
C'était un espoir fragile, accroché à des alliances anciennes, à des paroles que le monde moderne avait oubliées. Ils reprirent la marche, plus lentement. Jonas ouvrait la voie, choisissant les chemins les moins visibles, évitant les crêtes où ils se découperaient sur le ciel. Plusieurs fois, ils durent se plaquer contre la roche, tandis que des silhouettes passaient non loin, lanterne basse, voix étouffée. À un moment, un cheval hennit trop près. Jonas sentit son cœur se figer. Il pressa Naya contre la pierre, posa une main sur sa bouche pour étouffer son souffle. Les secondes s'étirèrent comme des heures, puis le bruit s'éloigna. Ils restèrent immobiles longtemps après, jusqu'à ce que le danger se dissolve à nouveau dans la nuit. Plus tard, alors que l'épuisement gagnait Jonas lui-même, Naya parla d'une voix presque inaudible. « Tu pourrais encore partir. » Il secoua la tête sans la regarder. « Trop tard pour ça. Tu ne me dois rien. » Il s'arrêta enfin, se tourna vers elle. « Ce n'est pas une dette, c'est un choix. » Elle le fixa, comme si elle cherchait à comprendre un langage qu'elle avait cessé de croire réel. Puis elle détourna le regard, les yeux humides mais fiers. Ils atteignirent les collines noires avant l'aube. Le terrain devint plus escarpé, les roches coupantes. Jonas dut parfois porter Naya sur quelques mètres, malgré la fatigue qui faisait trembler ses muscles. Il la reposait aussitôt, refusant de s'attarder trop longtemps au même endroit. Au sommet d'un passage étroit, Jonas s'arrêta brusquement. En contrebas, une lumière vacillait. Un campement improvisé. Les hommes avaient anticipé leur trajectoire. « Ils apprennent vite », murmura-t-il. Naya serra le collier contre sa poitrine. « Alors il faut leur montrer qu'ils ont tort. » Elle indiqua une corniche étroite, presque invisible, qui serpentait le long de la paroi. Jonas la suivit du regard. C'était dangereux. Une chute serait fatale. Mais c'était aussi un chemin que peu d'hommes armés accepteraient de prendre de nuit. Ils s'y engagèrent lentement. Jonas avançait en premier, testant chaque prise, chaque appui. Derrière lui, Naya progressait avec une concentration farouche, ignorant la douleur autant qu'elle le pouvait. Le vent soufflait plus fort ici, tentant de les déséquilibrer. À mi-chemin, un cri retentit en bas. Une silhouette avait repéré leur mouvement. Jonas jura, accéléra malgré le risque. Des coups de feu éclatèrent, les balles ricochant sur la pierre. Des éclats jaillirent près de leur visage. Jonas se retourna, tira une fois, juste assez pour forcer les hommes à se mettre à couvert. Puis, il attrapa Naya par le bras et la tira sur les derniers mètres. Ils basculèrent ensemble de l'autre côté de la corniche, s'effondrant dans la poussière, haletant. Le silence revint, seulement troublé par leur respiration. Les hommes ne suivirent pas tout de suite. Peu, être jamais par ce chemin. Jonas se redressa péniblement. Il regarda l'horizon, où la première lueur de l'aube commençait à poindre. « On a gagné un peu de temps », dit-il. Naya se redressa à son tour. Elle posa une main sur son bras. « Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. » Jonas observa le désert s'éclairer lentement. Sa cabane n'était plus qu'un souvenir en cendres, mais devant lui s'ouvrait une route qu'il n'avait jamais envisagée. Il comprit alors que cette fuite n'était pas seulement pour sauver une femme blessée, c'était pour protéger une vérité que beaucoup voulaient enterrer. Et tant qu'il respirerait, Jonas Mercer n'autoriserait pas le désert à redevenir complice du silence. Le jour se leva lentement sur les collines noires, dévoilant un paysage austère, presque hostile, où chaque pierre semblait avoir été posée pour barrer le passage aux hommes. Jonas Mercer observa la lumière s'étirer sur les crêtes, pendant que Naya dormait d'un sommeil agité, adossée à la roche. La nuit leur avait offert un sursis, rien de plus. Le désert, lui, n'accordait jamais de pardon durable. Jonas profita de ce répit pour examiner leurs maigres ressources. Peu d'eau, quelques balles, de quoi tenir encore un jour tout au plus. Il passa une main sur son visage mal rasé, sentant la fatigue s'installer jusque dans ses os. Pourtant, son esprit restait clair. Les années de survie l'avaient préparé à ce moment précis, même s'il ne l'avait jamais désiré. Naya s'éveilla en sursaut, cherchant aussitôt du regard l'horizon. Lorsqu'elle comprit qu'il n'était pas poursuivi à vue, elle se détendit légèrement. Jonas s'approcha. « Comment ça va ?» Elle esquissa un sourire pâle. « J'ai connu pire. » Il savait qu'elle mentait à moitié. La blessure la ralentissait encore, et la fièvre n'avait pas complètement disparu. Mais il respecta son courage, cette manière de tenir debout malgré tout. Ils reprirent la route, longeant les hauteurs pour éviter les vallées ouvertes. Jonas avançait avec prudence, attentif aux moindres signes, une trace trop fraîche, une pierre déplacée, un silence anormal. À plusieurs reprises, ils durent s'arrêter, s'accroupir, laisser passer des cavaliers au loin. Les hommes cherchaient toujours,
mais leur détermination commençait à se heurter à la rudesse du terrain. En milieu de matinée, Naya rompit le silence. « Il y a un endroit, dit-elle. Un ancien camp. Plus loin, on peut s'y cacher. » Jonas la regarda, cherchant à mesurer la distance dans son esprit. « Tu es sûr qu'ils ne le connaissent pas ?» Elle hocha la tête. C'était à nous, avant. Ce mot, avant, résonna lourdement entre eux. Jonas n'insista pas. Ils continuèrent, le soleil gagnant en intensité, écrasant les ombres. À mesure qu'ils avançaient, le paysage changeait subtilement. Les rochers se resserraient, formant des passages étroits, des corridors naturels où le son portait différemment. Jonas se surprit à penser que ces lieux avaient été façonnés pour la fuite autant que pour la défense. Lorsqu'ils atteignirent enfin le camp, Jonas comprit pourquoi Naya y tenait. C'était un renfoncement large, protégé sur 3 côtés par la pierre, invisible depuis la plaine. Des restes de foyers anciens, des marques à peine visibles sur la roche témoignaient d'une présence passée. Une présence effacée, mais pas oubliée. Ils s'installèrent à l'ombre. Jonas alluma un feu minuscule, juste assez pour chauffer de l'eau. Il s'occupa de Naya, nettoyant la blessure une nouvelle fois. Cette fois, elle ne détourna pas le regard. « Tu fais ça comme quelqu'un qui a déjà vu trop de sang, » dit-elle doucement. Jonas eut un rictus sans joie. « J'ai passé une partie de ma vie à réparer ce que d'autres détruisaient, et à détruire ce que je ne comprenais pas. » Elle ne posa pas de questions. Elle comprenait cette langue-là, celle des silences lourds et des regrets muets. Alors qu'ils terminaient de refaire le bandage, un bruit lointain les alerta. Des voix, portées par le vent. Jonas se figea, tendant l'oreille. Il n'était pas tout près, mais suffisamment pour rappeler que le danger ne s'était jamais vraiment éloigné. « Il se rapproche », murmura-t-il. Naya serra le collier contre sa poitrine. « Il pense que je fuis comme une proie. Il n'imagine pas que je puisse encore choisir le terrain. » Jonas la regarda, surpris par la fermeté de sa voix. Il réalisa alors que, blessée ou non, elle n'était pas seulement une survivante. Elle était une combattante, façonnée par des pertes qu'ils ne pouvaient qu'imaginer. Ils discutèrent à voix basse, élaborant un plan. Pas une bataille frontale, une diversion, un leurre. Jonas proposerait une trace évidente vers le sud, pendant que Naya resterait cachée, prête à reprendre la route quand les hommes s'éloigneraient. L'idée ne lui plaisait pas, mais elle savait que rester ensemble augmentait les risques. « Tu es sûr de pouvoir les attirer sans te faire prendre ?» demanda-t-elle. Il haussa les épaules. « J'ai déjà été une ombre. Je peux le redevenir. » Elle posa une main sur son avant-bras. « S'ils t'attrapent, il la coupa. Ils ne m'attraperont pas. » En début d'après-midi, Jonas quitta le camp, laissant derrière lui des traces volontaires, visibles même pour un œil peu attentif. Il marcha longtemps, s'exposant plus qu'il ne l'aurait voulu, jusqu'à ce qu'il soit certain d'avoir été repéré. Puis il bifurqua brusquement, effaçant ses pas, revenant par un chemin détourné qu'il connaissait seul. De son côté, Naya resta immobile, cachée, luttant contre l'impatience et la douleur. Les heures passèrent. Elle entendit les voix se rapprocher, puis s'éloigner. Les hommes suivaient la piste de Jonas. Son cœur se serra à l'idée qu'il puisse ne pas revenir. Lorsque le soleil commença à décliner, une silhouette apparut à l'entrée du camp. Naya se redressa brusquement, prête à se défendre. Puis elle reconnut la démarche fatiguée mais déterminée de Jonas. Il entra, haletant, un sourire mince sur les lèvres. « Ils ont mordu à l'hameçon, » dit-il. « On a une fenêtre, pas grande, mais suffisante. » Naya laissa échapper un souffle qu'elle retenait depuis trop longtemps. « Alors on part. » Ils quittèrent le camp peu après, profitant de la lumière déclinante. Jonas sentait ses muscles protester, mais il avançait, porté par une énergie nouvelle. Il n'était plus seulement un homme en fuite. Il était devenu le gardien d'une histoire, d'une vérité que d'autres voulaient effacer. À mesure que le soleil disparaissait, Jonas comprit que leur route ne les mènerait jamais vers une vie simple. Mais il acceptait enfin cette réalité. Certains combats ne se choisissent pas. Ils vous trouvent. Et quand ils le font, la seule vraie défaite est de détourner le regard. Dans l'ombre grandissante des collines, Jonas Mercer et Naya reprirent leur marche, conscients que le chemin à venir serait plus dangereux encore. Mais pour la première fois depuis longtemps, Jonas ne se sentait plus seul face au désert. La nuit tomba plus vite qu'il ne l'avait prévu, avalant les reliefs et étouffant les couleurs du désert. Jonas Mercer avançait avec une prudence accrue, conscient que l'obscurité, si elle les protégeait des regards, rendait chaque pas plus traître. Naya marchait derrière lui, le souffle court mais régulier, soutenu par une volonté qui refusait de céder. La diversion avait fonctionné, mais Jonas savait que les hommes comprendraient tôt ou tard qu'ils avaient été trompés.
Quand cela arriverait, la traque reprendrait avec plus de violence encore. Ils longèrent un ancien lit de rivière asséché, ses berges creusées par des crues anciennes. Le sol y était plus meuble, les traces plus faciles à effacer. Jonas prit soin de marcher sur les pierres, de casser parfois la surface avec une branche pour brouiller les pistes. Le silence était si dense qu'il entendait le froissement de leurs vêtements, le battement de son propre cœur. Après 1 heure de marche, Naya trébucha. Jonas se retourna aussitôt, la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Il la maintint contre lui quelques secondes, sentant sa fatigue trembler sous ses doigts. « On s'arrête, » dit-il. Elle secoua la tête. « Pas ici. » Il observa les alentours, jaugeant les ombres. Juste un moment. Ils se glissèrent derrière un amas de rochers. Jonas posa son sac, aida Naya à s'asseoir. Il lui tendit de l'eau. Elle but lentement, puis ferma les yeux, appuyant sa tête contre la pierre froide. Jonas surveillait la plaine, immobile, attentif au moindre mouvement. « Tu as déjà pensé à partir loin d'ici » demanda-t-elle soudain, la voix basse. Il eut un sourire bref. « Je l'ai fait, dans ma tête. Mais le désert vous rattrape toujours. » Elle ouvrit les yeux, fixa le ciel étoilé. « Chez nous, on dit que la terre n'oublie jamais ceux qui l'écoutent. » Jonas resta silencieux. Ils n'avaient jamais su écouter autrement que par la survie. Ils reprirent la marche avant que la fatigue ne s'installe trop profondément. Plus loin, le terrain changea encore. Des formations rocheuses se dressaient comme des sentinelles, créant des couloirs naturels. Jonas connaissait ce type d'endroit, parfait pour se cacher, mais aussi pour être piégé. Un bruit métallique fendit soudain la nuit. Le tintement d'une pierre heurtant un fer. Jonas s'arrêta net, leva le poing. Naya se figea. Il n'était plus seul. Des voix murmurées leur parvinrent, trop proches. Jonas distingua des silhouettes entre les rochers, avançant avec précaution. Les hommes avaient appris. Ils coupaient désormais les chemins, anticipaient les mouvements. Jonas entraîna Naya vers une fissure étroite dans la roche. Ils s'y glissèrent à peine, collés l'un à l'autre, retenant leur souffle. Les pas se rapprochèrent. Jonas sentait la chaleur du corps de Naya contre le sien, son cœur battant trop vite. Il posa une main ferme sur son bras pour l'empêcher de bouger. Les hommes passèrent à quelques mètres. L'un d'eux s'arrêta, cracha au sol. « Ils sont là quelque part », murmura-t-il. Un autre répondit, agacé. « On finira par les coincer. » Quand les voix s'éloignèrent enfin, Jonas resta immobile encore longtemps. Puis il se redressa lentement. « Ils ont changé de tactique », murmura-t-il. « Ils nous coupent la route. » Naya hocha la tête. « Alors il faut leur faire croire qu'on est plus nombreux. » Il la regarda, surpris. Elle expliqua rapidement, indiquant des pierres, des pentes, des échos naturels. Jonas comprit. Il pouvait utiliser le terrain pour amplifier les sons, créer des illusions de mouvement. Une ruse ancienne, transmise par nécessité. Ils se mirent à l'œuvre. Jonas lança des pierres dans un ravin éloigné, provoquant un éboulement sec. Naya, plus loin, frappa 2 roches ensemble, imitant des pas pressés. Le bruit se répercuta, se déforma, donnant l'impression d'un groupe en mouvement. Les hommes réagirent immédiatement. Des cris, des ordres, des pas précipités. Ils se divisèrent à nouveau, cherchant à encercler une menace qu'ils croyaient plus grande. Jonas profita de la confusion pour entraîner Naya vers un autre passage, plus étroit, presque invisible dans l'ombre. Ils avancèrent vite, sans regarder en arrière. La fatigue brûlait leurs muscles, mais l'adrénaline les portait. Derrière eux, les voix s'éparpillaient, désorientés. Après ce qui sembla une éternité, ils atteignirent une zone plus ouverte, où le vent soufflait librement. Jonas s'arrêta, haletant. Naya s'appuya contre lui, épuisée. « Ça ne les arrêtera pas longtemps, dit-il. »« Assez pour passer la nuit, » répondit-elle. Ils trouvèrent refuge dans une dépression du terrain, à l'abri des regards. Jonas monta une garde improvisée, laissant Naya se reposer. La lune glissait lentement vers l'ouest, et avec elle, la certitude que l'étau se resserrait. Assis dans l'ombre, Jonas repensa à sa cabane, désormais en cendres. Il n'éprouvait plus de regrets. Ce qu'il avait perdu était matériel. Ce qu'il protégeait maintenant avait un poids bien plus grand. Une vérité, une vie, peut être même une chance de réparer un fragment du monde. Naya ouvrit les yeux, le regardant à la lueur faible des étoiles. « S'il nous attrape, dit-elle, promets-moi une chose. » Il la regarda. « Laquelle ? Ne laisse pas le collier disparaître. » Il acquiesça sans hésiter. « Je te le promets. » Ils restèrent ainsi, silencieux, jusqu'à ce que le ciel commence à pâlir à l'est. La nuit avait été une bataille d'ombre et de ruse. L'aube apporterait autre chose.
Jonas le sentait. Un affrontement plus direct peut être inévitable. Quand la première lumière toucha les rochers, Jonas se leva, aida Naya à se redresser. On y est presque, dit-il, sans savoir exactement où menait ce presque. Ils reprirent la route, conscients que chaque pas les rapprochait d'un moment décisif. Le désert, indifférent, les observait avancer, prêt à témoigner une fois de plus du prix à payer pour ceux qui refusent de se taire. Le matin se leva dans un silence trompeur, un de ceux qui annoncent la fin des détours. Jonas Mercer le sentit avant même de voir la lumière glisser entre les rochers. Le désert retenait son souffle, plus d'oiseaux, plus d'insectes. Rien que ce calme tendu qui précède toujours la confrontation. Ils marchaient depuis des heures quand Jonas comprit qu'ils n'étaient plus en fuite. Le terrain s'ouvrait devant eux, une vallée étroite encadrée par des falaises basses, trop régulières pour offrir de véritables cachettes, un passage obligé. Naya s'arrêta aussi, comme si la terre elle-même lui avait parlé. « C'est ici », murmura-t-elle. Jonas hocha la tête. « Je le sens aussi ». Il aida Naya à s'asseoir contre un rocher. Son visage était pâle, la fièvre revenue en vagues sourdes. La blessure, malgré tous leurs efforts, s'était aggravée. Il n'avait plus d'illusions. Elle ne pourrait pas courir. Pas aujourd'hui. Peu. Être jamais. Jonas examina les alentours avec méthode. Les falaises offraient peu de hauteur, mais suffisamment pour ralentir une approche frontale. Des blocs de pierre éparpillés pouvaient servir d'abri. Pas idéal, mais suffisant pour tenir un moment. Il rechargea calmement son fusil, compta ses balles. Peu, trop peu. Des voix surgirent alors, claires, sûres, portées par l'écho. Fin de la route, Mercer. Jonas se redressa lentement, bien visible. Les hommes apparaissaient déjà, sortant de la poussière comme des ombres matérialisées. Ils étaient nombreux. Plus qu'il ne l'avait cru, et cette fois, il n'avait aucune intention de négocier. Celui qui semblait commander s'avança. Son regard passa de Jonas à Naya, s'attarda sur le collier. Un sourire mince se dessina sur son visage. « Tu nous as fait perdre du temps, » dit-il. « Mais tu as aussi prouvé quelque chose. » Jonas ne répondit pas. Il se plaça légèrement devant Naya, sans ostentation. Un geste simple, mais définitif. « Tu aurais pu t'en sortir, » poursuivit l'homme. « Il suffisait de nous la donner. »« Et vivre avec ça ?» répondit Jonas calmement. « Non. » Un rire sec parcourut le groupe. L'homme leva la main, imposant le silence. « Très bien. Alors on va faire ça proprement. » Le premier coup de feu claqua sans avertissement. Jonas plongea derrière un rocher, riposta presque aussitôt. La vallée s'emplissait déjà du fracas des armes, de la poussière soulevée par les impacts. Jonas tirait avec précision, chaque balle comptait, cherchant à ralentir plutôt qu'à abattre. Il savait que tenir le plus longtemps possible était la seule option. Naya, adossée à la pierre, serrait les dents pour ne pas crier. Elle observait Jonas, ses gestes sûrs malgré la fatigue, malgré la certitude que cette bataille ne pouvait être gagnée par la force brute. Elle glissa lentement le collier hors de sa tunique, le tenant serré dans sa paume. Les hommes progressaient, méthodiques. 2 tombèrent, blessés, mais d'autres prenaient aussitôt leur place. Jonas sentit une brûlure vive à l'épaule. Une balle l'avait effleuré. Il grogna, continua de tirer. Chaque respiration devenait plus lourde. Entre 2 échanges, Naya rampa vers lui, ignorant la douleur. « Écoute-moi » souffla-t-elle. Il secoua la tête. « Pas maintenant. » Elle attrapa sa manche avec une force surprenante. « Jonas, tu dois partir. » Il la regarda enfin. Dans ses yeux, il n'y avait pas de peur, seulement une détermination calme, implacable. « Je ne te laisse pas. » Elle posa le collier dans sa main. « Alors prends ça, et fais en sorte que ça serve. » Il referma instinctivement les doigts sur l'objet. Le poids des perles sembla plus lourd que tout ce qu'il avait porté jusque-là. « Ils te tueront, » dit-il, la voix étranglée. « Peut être, » répondit-elle. « Mais ils n'effaceront pas ce qui est déjà sorti d'ici. » Un cri retentit. Les hommes se rapprochaient encore. Jonas comprit que le temps s'était écoulé. Il serra les mâchoires, secoua la tête. « Je ne suis pas un héros. » Naya esquissa un sourire faible. Aucun de ceux qui le deviennent ne l'est au départ. Elle se redressa brusquement, malgré la douleur, se montrant volontairement. « Elle est là !» cria l'un des hommes. Jonas tenta de la retenir. Trop tard. Les tirs redoublèrent. Jonas répliqua avec une rage froide, couvrant sa silhouette de son feu. Le chaos s'intensifia. Poussière, cris, ordres hurlés. Naya se tourna une dernière fois vers Jonas. « Promets-moi, » dit-elle, la voix presque noyée dans le fracas. Il hocha la tête, incapable de parler.
Une détonation plus proche que les autres fendit l'air. Naya chancela. Le monde sembla ralentir. Elle tomba à genoux, puis sur le côté, le regard toujours fixé sur Jonas. Un regard sans reproche, sans regret. Jonas sentit quelque chose se briser en lui, net. Il cria, un cri brut, animal, puis se força à bouger. Il lança une dernière salve, assez violente pour clouer les hommes à couvert. Puis il se replia, disparaissant derrière les rochers, emporté par l'instinct de survie que Naya lui avait imposé. Il courut sans se retourner. Les balles sifflaient, mais aucune ne l'atteignit. Quand enfin il s'effondra derrière une crête, à bout de souffle, le silence revint peu à peu. Jonas resta là longtemps, le collier serré contre sa poitrine, incapable de pleurer. Au loin, les voix reprenaient, plus lointaines, moins urgentes. Les hommes avaient gagné quelque chose, mais pas tout. Jonas se releva finalement. Son visage était durci, vidé de toute hésitation. Il regarda l'horizon, là où le désert s'étendait sans fin. Il avait survécu, mais le prix venait seulement d'être payé. Le désert s'étendait devant Jonas Mercer comme une mer immobile, indifférente aux vies qu'elle avalait puis recrachait sous forme de poussière. Il marchait depuis des heures, être des jours. Le temps avait perdu son sens depuis qu'il avait quitté la vallée, le collier serré contre sa poitrine comme une brûlure permanente. Chaque pas l'éloignait du lieu où Naya était tombée, mais rien n'effaçait son regard, ni la promesse silencieuse qu'il lui avait faite. La blessure à son épaule s'était infectée, il le sentait. La douleur pulsait à chaque mouvement, mais il refusait de ralentir. S'arrêter, c'était laisser les souvenirs le rattraper. Alors il avançait, porté par une détermination nue, presque féroce. Il n'était plus question de fuite, il n'était plus question de survie personnelle. Il marchait pour que quelque chose demeure. Au crépuscule du 3e jour, il aperçut enfin les premières traces de présence humaine. Une fumée fine, presque invisible, se mêlant à l'air chaud. Jonas ralentit, observa les environs, puis s'avança sans se cacher. Il n'avait plus rien à dissimuler. S'il voulait le tuer, qu'il le fasse après avoir écouté. Le camp était modeste, presque effacé dans le paysage. Des hommes et des femmes se tournèrent vers lui, méfiants. Certains posèrent la main sur leurs armes. Jonas s'arrêta à quelques mètres, leva lentement les mains, puis sortit le collier. Un murmure parcourut l'assemblée. Une femme âgée s'approcha, les yeux fixés sur les perles gravées. Elle les toucha du bout des doigts, comme on touche un nom gravé sur une pierre funéraire. « D'où as-tu eu ça ?» demanda-t-elle. Jonas inspira profondément, puis il parla. Il raconta tout. La cabane, la blessure, la fuite, la traque, Naya. Il ne chercha pas à embellir, il ne chercha pas à se justifier. Il raconta avec la voix d'un homme vidé, mais droit. Quand il termina, le silence retomba, lourd, respectueux. La femme ferma les yeux un instant. Ce collier devait disparaître, dit-elle. Beaucoup ont essayé. Jonas serra les mâchoires. Ils ont presque réussi. Les jours suivants furent flous. On soigna sa blessure. On l'interrogea encore, avec précision. Des noms furent prononcés, recoupés. Des décisions furent prises. Jonas comprit peu à peu que ce qu'il avait apporté n'était pas seulement un témoignage, mais une clé, une pièce manquante dans une vérité trop longtemps étouffée. Quand il fut assez fort pour repartir, on lui proposa de rester. Une vie simple, loin des pistes battues. Jonas refusa. « Il y a encore quelque chose à faire », dit-il simplement. Il repartit à l'aube, laissant derrière lui le camp et les regards graves de ceux qui savaient désormais. Le désert l'accueillit de nouveau, familier et cruel. Mais Jonas n'était plus le même homme. La solitude qu'il portait autrefois comme une armure avait changé de forme. Elle était désormais peuplée d'une présence invisible, mais constante. Des semaines plus tard, dans une petite ville poussiéreuse, Jonas entra dans un bureau qu'il n'aurait jamais franchi auparavant. Il posa le reste des preuves sur un bureau, parla encore. Certains rirent. D'autres détournèrent le regard, mais quelques-uns écoutèrent vraiment. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour que le monde commence à se fissurer. Le nom de Naya ne fut jamais inscrit sur une pierre. Il ne figura dans aucun journal. Pourtant, son histoire se mit à circuler, fragmentée, portée par des murmures, des récits, des silences lourds. Les hommes qui l'avaient traqué disparurent peu à peu de la région. Certains partirent, d'autres furent rattrapés par des vérités qu'ils croyaient enterrées. Un soir, bien plus tard, Jonas se retrouva de nouveau seul face au désert. Il avait reconstruit une cabane, plus loin, plus modeste. Il s'assit sur le seuil, regarda le soleil tomber derrière les rochers. Le vent soufflait doucement, comme un souffle ancien. Il sortit le collier. Les perles avaient perdu un peu de leur éclat,
Mais les gravures étaient toujours là. Jonas les observa longuement, puis les enfouit sous la terre, près d'un arbre solitaire. Pas pour les cacher, pour les rendre à ce sol, qui avait tout vu. « Je n'ai pas oublié », murmura-t-il. La nuit tomba, calme. Pour la première fois depuis longtemps, Jonas ne ressentit ni peur ni fuite, seulement une fatigue profonde, mêlée d'une paix fragile. Il savait que le monde n'était pas devenu juste. Mais il savait aussi qu'un geste, même isolé, pouvait empêcher le silence de gagner complètement. Au loin, un coyote hurla. Jonas sourit faiblement. Le désert continuait. La vie aussi, et quelque part, dans chaque pas qu'il ferait désormais, marcherait la trace invisible d'une femme apache blessée, que des hommes avaient voulu effacer et qu'un cow-boy solitaire avait refusé d'abandonner.